On va accueillir notre prochain nominé, qui est un grand artiste, un grand chorégraphe, metteur en scène, extrêmement connu sur la scène internationale. Il est né à Lugano en 1964. Sa carrière est prolifique. Elle inclut de nombreuses créations très marquantes, telles que pour le Cirque du Soleil, mais également la cérémonie des Jeux paralympiques de Sochi en 2014, et puis la très célèbre fête des vignerons en 2019. Il s'agit, vous l'avez compris, de Daniele Finzi-Pasca. Il n'est hélas pas avec nous aujourd'hui. Pour des raisons personnelles, il a dû se rendre au Brésil. Mais on a quand même beaucoup de chance pour deux raisons. D'abord parce qu'on a pu se parler cette semaine. Et vous allez voir dans un petit instant le résultat de cet entretien. Et puis parce que nous avons également avec nous une de ses complices de très très longue date. J'accueille Marie-Jo Valente, on peut l'applaudir, qui est aussi qui a été son bras droit à l'occasion de la fête des vignerons. Vous pouvez vous installer là, Marie-Jo. Alors, je précise que Daniele travaille depuis près de 40 ans avec sa famille et avec les mêmes amis, ce qui est quand même assez extraordinaire. Il dit d'ailleurs aussi de sa maman, elle m'a transmis la capacité de m'émerveiller. Et vous allez voir, cet émerveillement, malgré la distance, on le sent, on l'entend, on le ressent à travers ses propos. Je vous laisse les découvrir. Bonjour Daniele, merci d'être là avec nous. On est très heureux de vous accueillir. Alors on va démarrer tout de suite avec nos questions in the box. Et la première question, comme à chacun, je vous la pose directement. Quel était l'événement le plus inspirant de votre vie? Je dirais, à 18 ans, un jour, je suis parti pour l'Inde. C'était un moment de ma vie où il fallait décider beaucoup de choses. Il y avait la pression du service militaire et moi, en ce moment, j'étais, comme je reste un pacifiste, j'étais un objecteur de conscience. Donc, mes parents m'ont aidé à partir comme volontaire pour l'Inde. Et j'ai passé du grand temps là-bas tout seul. C'était une période, vous vous rappelez probablement, quand il n'y avait pas les cellulaires, il n'y avait pas, même se téléphoner était complexe. Et donc j'ai gardé toute une correspondance avec ma famille pour leur racontant qu'est-ce que j'étais en train de voir, de vivre. Ça a été une période marquante, m'a construit probablement avec une espèce de voyage initiatique, ce que après je suis devenu. Donc, et les Magnifique. rencontres. Et vous êtes resté combien de temps? La première fois, je suis resté plus de 6 mois et après l'année suivante, je suis rentré. J'avais connu Mère Teresa, j'ai travaillé directement pour elle quand elle n'était pas encore ce qu'elle est devenue, était encore une sœur qui travaillait dans les quartiers les plus complexes de Calcutta. Et, et- mais c'est plus de Quelle 6 mois. aventure. Oui, un Je peu passe plus directement à d'aventure. notre autre question, même si c'est passionnant. Question de notre partenaire UBS. Alors, vous allez la voir apparaître sur l'écran. Vos œuvres touchent profondément le public avec un mélange de poésie, d'émotion et de créativité. Quelle est vraiment votre source principale d'inspiration pour créer? Le quartier, la famille, je raconte ce que je connais, donc je raconte toujours en me plongeant dans la cuisine de ma grand-mère. Je me rappelle des histoires qu'on me racontait pour, euh, pour me faire quelque part grandir. Donc même quand je fais des gros projets, quand je dirige une Olympiade ou des choses comme ça, à la fin de compte, je parle seulement à une vingtaine de personnes, certains amis du quartier Hmm. et à ma famille. C'est à eux que je cherche de toucher le cœur, de leur faire un petit massage à l'âme. Un petit massage à dame, c'est joli. On va terminer avec notre troisième et dernière question. C'est la question du jury. On a environ 2 minutes 30 pour y répondre, donc c'est bien. Comment est-ce que vous voyez la transmission du savoir artistique dans ce monde qui est en constante évolution? Et surtout, quels conseils est-ce que vous pourriez donner aux jeunes artistes pour préserver l'essence de leur art tout en innovant? Il faut trouver des maîtres. Il faut trouver des maîtres, il faut trouver des guides, il faut les suivre, il faut voir comment
apprendre notre métier se passe à travers une expérience tangible. Le théâtre est fait de se toucher, de se regarder dans les yeux, d'apprendre comment les gens bougent, leur quelque part voler un peu toute l'expérience qu'ils ont acquise et après, du moment qu'on est devenu quelque part maître de tout ça, être capable après de le renouveler. Il faut être curieux, il faut s'éloigner, je crois, des positions de confort. Il faut faire un voyage initiatique dans la vie, sans cellulaire, avec simplement du papier pour prendre des petites notes et envoyer des messages aux amis. Ça, c'est ce que... Et après, il faut être des casse-coups. Il faut avoir aussi la sensation qu'il faut être des casse-coups, des casse-têtes, un peu croire un peu à la folie et au rêve. L'amitié, l'amour, la curiosité et l'aventure. Et on a encore une toute petite minute. Je suis curieuse de voir ce que vous pensez de l'intelligence artificielle dans la création. Vous parlez d'éviter les cellulaires. Est-ce que du coup on éloigne aussi tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle? Mais c'est très intéressant. Il y a toujours des moyens. À chaque innovation, il y a des surprises, il y a des craintes. Euh, la réalité, c'est que ma famille était une famille de photographes. Vous pensez qu'est-ce qui s'est arrivé au début de la photographie pour les peintres qui dessinaient précisément les visages. Tout d'un coup, ils étaient choqués probablement. Et tout d'un coup, il y a eu une révolution, il y a eu l'expressionnisme qui est arrivé. On a commencé à voir l'intérieur des choses. Donc, nous, il faut avoir peur de rien. Il faut être toujours chevaucher les temps. Donc, il va se préparer très probablement une nouvelle vision de l'art encore plus contemporaine parce que il faudra être en avant encore que l'intelligence artificielle. Et après, intelligence, moi je fais le clown, je sais rien de l'intelligence, je suis plutôt un expert de la stupidité. Mais vous le faites très bien. On enchaîne, Daniele, avec la suite qui concerne les 3 affirmations crédibles que vous allez nous partager. Et le public aura l'occasion d'identifier celle qui est fausse. On va voir ça tout de suite. Alors, soyez prêts tous à voter. Vous allez voir le QR code en bas à droite. Et la première affirmation, on la voit sur l'écran. En 1983, je me suis retrouvée au milieu d'une fusillade à Ranchi, dans l'état du Bihar, et en suis sortie indemne. Affirmation numéro 2, on la voit s'afficher directement. Je n'ai pas répondu à la demande de diriger la cérémonie de clôture des JO de Turin, pensant qu'il s'agissait d'une blague. Et puis enfin, la 3e affirmation crédible. Je suis très fière de ce matin il y a 4 ans, quand en 3 heures, j'ai ramassé 38 kilos de cèpes. C'est en effet une fameuse performance. Alors, allez-y, n'hésitez pas à donner votre avis, votez pour l'affirmation qui vous semble fausse. Et puis dans un petit moment, Daniele, vous allez lever le voile et nous partager celle effectivement qui n'est pas correcte, nous permettant d'en savoir un petit peu plus sur celle qui... La moins crédible, visiblement. On va découvrir dans un moment. Petite hésitation avec les mushrooms. Je travaille depuis 40 ans avec des amis. Cette année, c'est 40 ans que je travaille avec les mêmes et on continue à se faire des blagues. Donc, quand on m'a appelé, on m'a appelé pour certains projets, j'ai eu souvent la sensation que c'était des blagues. Et dans ma vie, je suis resté pas une fois, mais quelques fois dans le milieu des fusillades. Alors, la première, c'est vrai. Effectivement, j'étais en Inde et j'étais tout un jeune en sortant de ranch, d'une station pendant le moment qu'il y avait des émeutes entre musulmans et d'autres factions. Et je me suis retrouvé là dans le même... ça m'est arrivé justement quand j'étais au Cirque du Soleil et on m'a appelé de Turin pour me proposer d'être le créateur de la cérémonie de clôture. J'ai imaginé que c'était vraiment une blague de mes amis. C'est Vous n'avez pas cru. vrai que chercheur de champignons, on est, on,
on raconte des histoires. Si on trouve 10 champignons, on dit que c'était 25. Donc, la fausse, c'est celle que j'ai, il y a 4 ans, trouvé 38 kilos de champignons. On va directement profiter de votre présence ici. Moi, j'avais une petite Merci. question pour vous, Marie-Jo. Est-ce que d'abord, est-ce qu'il était fidèle à la personne que vous connaissez, que vous côtoyez si souvent? Ah, mais alors, complètement. Complètement. Ça se On va sent. passer à l'autre. La famille, les amis, ils en parlent tout le temps. Et c'est vrai que qu'on rentre dans cette famille, je pense que c'est pour toujours. Et c'est peut-être la raison pourquoi je suis là. Je l'ai rencontré à la Fête des Vignerons, évidemment, où j'ai travaillé pendant 5 ans. Et depuis, c'est un ami. Voilà, il m'a demandé de le représenter. C'est un honneur pour moi parce que c'est pas simple de représenter un clown, un humaniste, un créateur. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et nous continuons en contact puisque je reste en contact avec lui. Je le suis dans ses représentations ici en Suisse romande. Et puis, juste après la fête, on a créé l'association des amis de la Fête des Vignerons, dont il est le parrain et qu'il soutient à nos côtés, aux côtés du comité. Il était ici à Vevey, Ouais. le 10 août pour les 5 ans de la fête, où nous avons fait une grande fête pour fêter ses 5e anniversaire et tourner un peu la page sur la fête de 2019 pour passer à autre chose. Préparer la suivante aussi. Pour Dans préparer 20 ans. la suivante. Dans 20 ans. Je reviens vers vous tout de suite. On a une petite question encore d'un On va partenaire, si passer la à technique nous suit. notre dernière question. Avant de passer aux questions du public éventuel, notre dernière question, c'est une question de notre partenaire Canoa. Alors, vous la voyez affichée à l'écran. Dans quelle mesure les costumes jouent un rôle essentiel dans la narration de vos spectacles? Comment est-ce que vous les intégrez dans votre vision artistique? Et est-ce que vous avez jamais collaboré avec une marque spécifique dans le cadre de vos spectacles? Alors, je n'ai pas travaillé avec des marques, mais il y a eu des défilages de mode où on a été interpellé comme créateur pour penser. Et justement, maintenant, on travaille sur les prochains défilés de mode à Milano. Donc, ça arrive de penser pour eux, pour certains créateurs, des espaces, des logiques, des formes, de présenter leur création. Je travaille avec Giovanna Buzzi. C'est la fille de Gaia Aulenti. C'est une femme avec laquelle on s'est retrouvé juste aux Olympiades de Turin et depuis là, on ne s'est jamais laissé. C'est quelqu'un on a le même langage. Les costumes, c'est pour certains acteurs. Vous l'avez vu, je l'ai découvert par exemple dans la fête des vignerons. Dans la fête des vignerons, les costumes deviennent un outil pour se transformer, devient pour chacun des figurants un emblème d'une période de la vie. Ça devient comme une corasse pour se protéger de certains chagrins de la vie. Donc, je crois profondément que les costumes de scène sont des objets, quand ils ont été portés, quand ils ont vécu sur scène, ils se chargent d'une énergie tout à fait spéciale. Et si on va à Vevey, dans les alentours de Vevey, vous retrouvez chez les figurants les costumes de cette année, l'autre costume. Et alors donc, avec Giovanna, on a toujours, et c'est longtemps qu'on construit à travers des costumes une narration qui est subtile, magique, profonde. Alors, je confirme, et effectivement, je pense qu'on est plusieurs ici à avoir assisté à la fête des vignerons en 2019. C'est un souvenir extraordinaire. Et c'est vrai que les costumes étaient absolument magiques. Moi, j'ai une toute dernière question, puisque l'audience n'a pas l'occasion de vous en poser. Je profite de la chance que j'ai de vous parler aujourd'hui. Est-ce qu'en général, vous pensez le spectacle pour ensuite créer le costume, ou est-ce que dans certains cas, justement avec votre Giovanna, avec votre collègue, vous créez un costume extraordinaire pour ensuite créer toute une histoire autour du costume? La question, c'est que, je vous disais, c'est 40 ans de collaboration avec les mêmes créateurs. Et donc, on passe beaucoup de temps ensemble. Donc, il y a des idées que parfois on lance
on tient sur des petits cahiers, on les tient là, et tout d'un coup, ça ressort. Il y a l'histoire d'un costume que j'ai utilisé, qu'on a construit pour Lucia, le spectacle, le deuxième création que j'ai fait pour le Cirque du Soleil. Et Giovanna là était avec moi, justement, à dessiner tous les costumes de cette aventure. Une aventure dédiée au Mexique. Et moi, depuis des années, je lui disais, je voudrais un costume qui les larmes rouges montent d'en bas vers le haut, comme si le sang pouvait remonter des pieds et changer le costume. On avait fait des tentatives pour différents projets, mais on n'était jamais arrivé à trouver la solution. Comment faire qu'un costume puisse d'en bas se teigner et devenir de blanc tout d'un coup rouge en montant. Et sur le Cirque du Soleil, que c'est une machine extraordinaire où on peut vraiment, c'est vraiment pour moi, ça a été une aventure, commencer avec eux, apprendre avec eux. Et là, on a trouvé un système pour faire que des fleurs puissent fleurir. Et alors, on a placé ces fleurs, ça a été l'intuition de Giovanna, des fleurs qui fermées étaient blancs, mais quand ils s'ouvraient, devenaient à l'intérieur rouges. Et donc, avec tout un système de connexion avec le costume par la régie, on pouvait faire que les fleurs s'ouvraient et se fermaient, mais en partant d'en bas vers le haut. Donc, il y a des projets fous qu'on laisse là, on cherche, on a pas périphérie, ou la lumière dans les costumes. Donc, il y a des idées qui se cuisinent longtemps, qui ont besoin, comme le fromage, de rester dans les caves, comme le vin, de rester là. Et parfois, on va là, on tourne un peu la bouteille, on la caresse, on se dit, un jour, je vais te boire. Et tout d'un coup, ça arrive l'occasion et boum, ça se donne. Magnifique. En tout cas, on sent votre passion quand vous en parlez, Daniel, et merci parce que finalement, avec vous, on a réussi à voyager pendant ces quelques minutes. Vous nous avez fait rêver. Merci beaucoup d'avoir été là et puis on vous souhaite une excellente suite de journée. À très bientôt, Daniel. Et en tout cas, je m'excuse pour être pas là, mais vraiment, des affaires, un peu de famille m'ont obligé de ne pas être là, mais merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà. C'est vrai qu'on sent toute son âme et sa passion à travers ces mots. Moi, j'ai juste une toute dernière question pour vous. Les productions dans lesquelles il est impliqué sont des productions majeures. Contrairement au cinéma où on peut réenregistrer, on a des secondes chances. Évidemment, dans ces spectacles-là, tout se passe en live. Comment est-ce que Daniel parvient à gérer la pression du moment quand il y a tellement d'enjeux ? Ça, c'est une excellente question. Je me la pose encore maintenant. Alors, il s'entoure beaucoup des gens qui sont précieux pour lui et qui lui apportent cette sérénité. Mais en même temps, moi, j'ai jamais rencontré, et je ne pensais jamais pouvoir rencontrer quelqu'un qui parle avec la même facilité à une personne ou deux comme à 5000, comme ce fut le cas à Vevey. Lorsqu'il parlait dans l'oreillette, puisque tous les figurants étaient relayés à lui par une oreillette, lorsqu'il leur parlait pour les rassurer, alors que lui-même, souvent j'étais avec lui et lui-même n'était pas rassuré, soit parce que la météo n'était pas bonne et qu'on ne savait jamais si le spectacle allait pouvoir avoir lieu en entier, etc. Et puis qu'il prenait son micro et qu'il parlait à ces 5000 personnes qui étaient éparpillées sous l'arène, sur la scène, etc. Il arrivait à calmer tout ce monde, à leur parler comme si il était rassuré alors qu'il ne l'était pas. Et j'ai jamais vu ça. Et donc répondre à cette question, comment est-ce qu'il arrive, je crois que c'est de la magie. Et je crois que le clown en lui, parce que c'est vraiment ça, le clown en lui fait qu'il arrive à être seul en étant avec des milliers, voire des milliers de personnes. Oui, en tout cas, c'est un exemple inspirant et on sent à quel point son authenticité transparaît
à travers ces mots, mais aussi à travers ces spectacles qui, pour ceux qui ont eu la chance d'en voir certains, sont absolument extraordinaires. Merci beaucoup Marie-Jo d'avoir été là aujourd'hui pour le représenter. Vous avez fait ça magnifiquement bien.